Donc oui, je voudrais parler d'une controverse autour de la définition de ce qu'est l'artificial general intelligence et ce qu'elle va permettre. Alors, les protagonistes, en premier. Donc, Dario Amodei, c'est le cofondateur et CEO de Anthropic AI. Anthropic AI, c'est un des grands labos d'IA aujourd'hui, alors d'IA privé, hein, via API, aux côtés de OpenAI. D'ailleurs, Dario Amodei, il était chez OpenAI. Il avait été Vice President of Research. Enfin, il avait eu un poste très élevé. C'est lui d'ailleurs qui avait été presque l'architecte de ChatGPT quand c'est sorti. Et en fait, ensuite, il a démissionné pour aller fonder Anthropic AI, qui maintenant a une valorisation astronomique et vraiment dans le paysage aux côtés d'OpenAI et des géants que sont voilà, Google, Meta notamment. Donc, il a écrit un très long article, un essai de 15 000 mots, où en fait, il prend position et donc il partage donc sa définition de l'AGI et de ce que ça va permettre. Et il se mouille hein, parce qu'il partage presque une timeline, hein, pour ainsi dire. Et donc, je trouve ça fascinant de le lire et de l'écouter parce que là, on a un acteur sérieux et qui, à la limite, à la différence de Sam Altman, qui a un côté un peu bullshitter commercial, lui, c'est un ingénieur en fait de formation, un scientifique. Donc il est un peu plus ancré, on va dire, dans le réel de la technologie de cette façon-là. Et donc il a pris des positions que je vais résumer et suite auxquelles a réagi Thomas Wolf, qui lui est donc alors un Français, Cocorico, qui est un des cofondateurs de Hugging Face, qui est une startup française qui offre une plateforme qui vient rendre disponible tous les modèles d'IA open source, pour le faire simplement. Et donc, lui, il a été fasciné par cet essai, mais il l'a relu à plusieurs reprises et finalement, il s'est dit non, mais c'est pas, j'adhère pas, et il explique pourquoi. Donc, je vais résumer leurs propos. Donc, alors, déjà, Dario Amodei, lui, il ne veut pas parler de Artificial General Intelligence, il veut parler de Powerful AI, et il en donne une définition qui est assez troublante. Alors, il dit déjà, on parle d'une IA qui est plus intelligente que n'importe lequel des prix Nobel. Voilà, pour planter le décor. Après, il parle d'une IA qui a accès via, on va dire, qui a le même accès que celui que nous on pourra avoir via un ordinateur. Donc, accès à Internet, accès à de l'audio, accès à un micro, accès à une caméra, donc possibilité voilà, d'échanger, comme si nous-mêmes nous étions logés derrière notre ordi. Donc, on donne à l'IA les mêmes moyens. Voilà. La différence, par contre, c'est que cette IA ne va pas être embarquée à bord d'un robot. Donc, elle va vraiment résider dans son data center et pouvoir accéder au reste du monde, entre guillemets, via ce qu'offre un ordinateur en termes de possibilités de connexion. Mais ce qui permet d'ailleurs à une telle IA de piloter à distance un robot ou plusieurs robots d'ailleurs. Donc, voilà ce que ça sous-entend, Powerful AI. On parle d'une IA qui n'est pas juste là pour répondre passivement à des questions, mais une IA qui peut être, comme ils le disent maintenant, agentique, c'est-à-dire qui peut travailler de son côté pendant des heures ou des jours à certaines tâches avec une certaine autonomie et qui va pouvoir donc planifier ses actions, voilà, qui ne va pas juste être dans la réaction et dans la parole, de façon oracle, comme on le connaît aujourd'hui avec ChatGPT. Ça va au-delà. On parle d'une IA qui, une fois qu'elle est entraînée, en fait, toute la puissance de calcul qui a été requise pour l'entraînement, en fait, elle peut être mise à contribution pour derrière déployer des millions d'instances de cette IA très puissante. Donc des IA très puissantes qui vont pouvoir collaborer ou pas, ou exister indépendamment les unes des autres. Voilà. Donc, si on met ensemble tout ce que je viens de dire, on a une powerful AI. C'est sa définition. Ça revient un peu à parler d'AGI, hein, pour être très franc, mais voilà, c'est sa définition. Lui, il dit qu'on pourrait y arriver dès 2028, dans 3 ans. On pourrait arriver à… Alors, en fait, ce qu'il résume en un pays de génie logé à l'intérieur d'un data center. Voilà. A country of geniuses in a data center. Voilà comment il résume ce que serait une powerful AI, et il pense que c'est possible dès 2028, mais ça mettra peut-être 5 ou 10 ans de plus. Donc déjà, je trouve ça intéressant de prendre note de cette définition. Et après, il dit, alors j'ai un doute sur la date à laquelle on y arrivera, mais on y arrivera, et quand on y arrivera, voilà ce qui va se passer. Et là, il décline les conséquences dans toute une série de domaines, mais celui que je trouve le plus intéressant, c'est celui de la biologie et de la santé, parce que lui-même a été biologiste et chercheur en sciences de santé, et donc il connaît après le sujet, et c'est là où il annonce on va dire les changements les plus incroyables, puisqu'il dit qu'en fait
tout le progrès en biologie et en santé auquel on aurait assisté avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, hein, donc sur les 100 prochaines années, si le progrès en IA s'arrêtait à ce qu'on connaît et si on utilisait les moyens d'aujourd'hui pour continuer à faire progresser la médecine et la santé, donc ce à quoi on aurait assisté dans ce cas-là pendant 100 ans, ben en fait, si on a entre nos mains une powerful AI, on va y assister en 10 ans. Donc en fait, on va compresser x10 tous les bénéfices et tous les progrès à attendre de ce qui se serait passé sans cela. On va y assister en 10 fois moins de temps. Voilà, on va assister à un siècle de progrès en médecine et santé compressé en 10 ans, si on arrive à avoir une powerful AI. Et donc après, donc il explique pourquoi. Et là, c'est ce que je trouve aussi intéressant d'expliquer, c'est qu'il dit que par rapport aux problèmes auxquels on fait face et qu'on aimerait pouvoir résoudre, la question est de savoir, est-ce qu'il va y avoir un fort retour sur investissement, entre guillemets, en appliquant de l'intelligence brute, de l'intelligence artificielle, et en l'occurrence ici, cette powerful AI. Et il explique qu'en fait, il y a plein de problèmes où il y a plusieurs facteurs limitants. Le manque d'intelligence, certes, mais pas que. Et donc, il y a certains domaines où, même si on applique toute l'intelligence qu'on voudrait, ça ne permettrait pas de résoudre autant de problèmes qu'on voudrait, aussi vite qu'on voudrait, parce qu'il y a d'autres contraintes. Et donc là, il liste ces contraintes aussi. C'est intéressant de les lister. Donc, il dit la vitesse intrinsèque dans le monde réel de toutes sortes de phénomènes, que ce soit d'ailleurs voilà, la vie cellulaire ou la recherche en sciences des matériaux, avec les expériences qu'on doit mener pour développer de nouveaux matériaux. Ou si j'ai besoin d'énergie, bon, ben, et si j'ai besoin d'aller miner certains matériaux, ça prend du temps d'ouvrir une mine. Si j'ai besoin d'énergie, ça prend du temps de construire une centrale énergétique. Donc, il y a un temps un peu incompressible. Bien qu'on puisse avoir autant d'intelligence qu'on voudrait, en fait, il y a cette contrainte déjà de temps. Après, il peut y avoir une contrainte de données. On en parlait à l'instant, mais je peux avoir toute l'intelligence que je veux. Si j'ai pas assez de données sur lesquelles faire travailler l'IA, ça peut être un problème. Alors, il cite l'exemple en physique des particules. On est très limité par la donnée. Donc, il y a beaucoup de théories. Les physiciens passent beaucoup de temps à théoriser, mais en fait, on n'a pas assez de données pour tester les différents modèles. Après, on a juste des problèmes qui sont trop compliqués, qui sont intrinsèquement trop compliqués. Alors, il y a la fameuse histoire du three-body problem avec la gravité. On a 3 astres, comment les interactions des uns par rapport aux autres sur le temps long, très compliqué à prévoir. Et donc, même avec toute l'IA du monde, on pourra avoir du mal parce que certains problèmes sont juste trop compliqués. Et les deux dernières contraintes, la contrainte humaine, voilà, la résistance des humains au changement, les lois, la régulation, donc ça vient freiner aussi éventuellement la résolution de certains problèmes, même si techniquement on saurait comment faire. Et puis enfin, les lois de la physique. On ne peut pas aller plus vite que la lumière, toutes les lois de la physique, voilà, on est obligé de faire avec. Donc, pour certains problèmes, on aura beau avoir beaucoup d'intelligence, en fait, ça ne suffira pas parce qu'on fera très vite face à d'autres facteurs limitants. Et donc, de ce fait-là, on ne peut pas imaginer tout résoudre en très peu de temps. Ça n'est pas vrai. Mais il dit, malgré tout, en biologie, on serait surpris de voir à quel point on pourrait faire bien mieux, bien plus vite. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir compresser un siècle en 10 ans. Et donc, notamment, pourquoi il dit que le retour sur investissement, enfin, le retour ouais, en termes de bénéfices par rapport à l'application de l'intelligence massive sur la biologie, il serait gigantesque. C'est parce qu'il se rend compte qu'il y a beaucoup de découvertes en biologie qui sont le fait de petits groupes de chercheurs qui se débrouillent avec les moyens du bord et où finalement ce qui va primer, c'est l'ingéniosité plus que d'être très bien financé. Et il se dit d'ailleurs, ce sont souvent ces mêmes petites équipes qui vont faire plusieurs découvertes d'affilée. Ce qui semble montrer que ce qui compte, c'est l'ingéniosité, les bonnes intuitions, plus qu'avoir des moyens massifs et de tester tout ce qui est possible ou presque. Non, si on a des intuitions bien fondées, qu'on est malin, en fait, il semblerait qu'on puisse faire bien plus de découvertes qu'on le fait aujourd'hui, quand on voit comment les découvertes sont faites en biologie. Donc, d'où effectivement un fort retour sur investissement d'intelligence dans ce cas-là, effectivement. Alors, quelle est la position de Thomas Wolff? Parce que je vois le temps qui passe. Ouais, alors Ah. j'enchaîne sur Thomas Wolff par souci de temps. Et donc Thomas Wolff, lui, il dit très bien, mais en fait, là, ce qu'il nous dit, Dario, c'est que si on continue comment dire, à faire progresser l'IA comme on le fait aujourd'hui, on va finir par arriver à ça, peut-être dès 2028. Et alors là, voilà le monde incroyable qui nous attend. Et lui, il dit, mais non, mais le problème, c'est que va avoir besoin de changer de méthode, parce que si on continue sur notre lancée, on va juste avoir des IA qui vont être toujours plus fortes pour répondre à des questions déjà connues, en gros, de très bons élèves. Et lui, il prend son propre exemple. Il dit, voilà, moi, je suis un polytechnicien, j'ai toujours été très bon à l'école. Sauf qu'en fait, quand j'ai rejoint le MIT aux États-Unis, que je suis devenu chercheur, dans le cadre de son doctorat, il s'est rendu compte qu'il était très médiocre. Il était très mauvais chercheur.
il ne comprenait pas. Il voyait certains de ses collègues qui brillaient, mais lui, il avait toujours été excellent élève, mais il n'y arrivait pas. Et il dit, mais c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui avec les IA, c'est qu'on est en train de développer des IA qui sont toujours meilleures pour répondre aux questions déjà connues, mais l'IA ne va pas être capable de remettre en question ces questions et de poser des questions que personne n'a posées. Et c'est ça dont on a besoin, un peu une approche à l'Einstein, c'est-à-dire qu'on remet complètement en cause l'ordre établi et on va poser des questions que personne n'a posées. Donc il ne s'agit pas juste de répondre. On ne veut pas juste des IA qui répondent à nos questions, on veut des IA qui remettent en cause les questions et qui vont faire des liens entre des idées qu'on n'a jamais pu faire. Donc on n'est pas juste dans l'extrapolation, on veut aller bien au-delà. Et il dit que compte tenu de ce qui se fait aujourd'hui, si on le prolonge, mais ça ne suffira pas. Il faut qu'il y ait un changement qualitatif, un changement de méthode radical si vraiment on veut arriver à cet avenir que lui nous prédit Dario. Donc il s'oppose frontalement en fait à cette vision et dit non, on n'est pas du tout parti pour ça. Faute du contraire, non, on va juste avoir des IA bien meilleures pour répondre aux questions, à des questions bien formulées, mais non, remettre en cause l'ordre établi, c'est pas pour maintenant. Et donc pour lui, le mystère reste entier. On est loin d'avoir fait ce saut qualitatif. Et donc évidemment, nous, on assiste à ce débat. On a du mal à se positionner parce que les deux sont quand même très crédibles. A priori, ils savent de quoi ils parlent, mais bon, ils ne sont pas d'accord. Alors d'ailleurs, ça me fait aussi penser que Demis Hassabis, qui est lui aussi un scientifique derrière Google DeepMind, hein, donc DeepMind, le labo racheté par Google, maintenant lui il préside l'ensemble, Demis Hassabis. Lui, sa définition de l'AGI, en gros, c'est une intelligence artificielle qui est capable de mettre au point la théorie de la relativité sur la base de ce que savait Einstein à l'époque, avant de la formuler. Donc, si on donne à une IA tout ce que Einstein savait, et si elle est elle-même capable d'arriver à théoriser cette théorie de la relativité, alors on aura effectivement affaire à une AGI. Alors après, il ne dit pas si lui est confiant aussi pour qu'on y arrive. D'ailleurs, c'est la mission de DeepMind. Il est aussi sur un horizon de temps incroyablement court. Donc, lui, il a aussi cette définition-là qui semble parler à Thomas Wolfe, Demis Hassabis. Mais il a l'air d'accord pour dire qu'on devrait y arriver un jour et un jour pas si lointain. Donc, il semble quand même donner raison, Demis Hassabis, à Dario Amodei. Et moi, ça me rend perplexe, parce que je me dis, mais si on est à quelques années d'une IA qui, en 10 ans, va nous apporter 100 ans de progrès, ça va être dingue. Alors, il parle de l'élimination des cancers, la possibilité de soigner toutes les maladies infectieuses, prévention de la maladie d'Alzheimer, je disais. Voilà, pouvoir soigner la plupart des problèmes. Donc bon, voilà ce qui nous attend et en 10 ans. Donc, proprement bluffant. Et là, bien sûr, la messe n'est pas dite, on ne sait pas. Hein, mais là, comme il s'est quand même mouillé, dans quelques années, on verra bien ce qu'il en est. Mais voilà pour cette controverse.